Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais en profiter pour les membres, pour le public et la presse, pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2020. Voilà. Donc je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille est absente et donne procuration à Madame Chantal Bouillet. Monsieur Marc Mancel est absent et donne procuration à Madame Dina Ray. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Daniel Leroux est absent. Madame Diane Bidouillet. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Monsieur Marc Zizel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk est absente. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Présent. Monsieur Tristan Derrick. Présent. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon est absente et donne procuration à Madame Condoumi. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Madame Belay. Monsieur Patrick Sens est absent. Monsieur Henri Willemont est absent. Madame Christine Belay. Monsieur Kali Moussou est absent. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Monsieur Fairbank, qui n'est pas là. D'accord. Donc on verra s'il arrive avec un petit peu de retard. Madame Martine Lagneau est absente et donne procuration à Madame Lopez. Monsieur Christophe Aubled est absent. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour est absente. Madame Touy O'Connor. Monsieur Alexandre Machevoul. Madame Germaine Néouédou est absente et donne procuration à Monsieur Pitot. Madame Charlène Sohérip est absente. Madame Charlène Sohérip est absente. C'est bien ça. Monsieur Mathieu Wanema est absent et donne procuration à Monsieur Deschamps. C'est bien ça. Madame Annie Caizé est absente. Monsieur André Wameau est absent. Monsieur Jean-Claude Briot est absent. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Jonas Taofi-Fénois est absent. Monsieur Gaël Yano, absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni. Monsieur Charles-Éric. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti, absente. Monsieur Angelo Pitot. Madame Dina Ray. Madame Mireille Lévy est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian Nadrian. Monsieur Nadrian Nadrian, présent. Madame Paul Gargon est absente et donne procuration à Madame Valérie Larocque. Nous avons le quorum. Très bien. Donc la séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre la commission de l'urbanisme et des transports de l'intercommunalité qui s'est réunie le 27 décembre dernier. Et le premier dossier examiné par cette commission est la note explicative de synthèse 2019-252 qui est relative à des cessions à titre onéreux d'immeubles et de biens communaux à Logicop et Rivière-Salée au profit du FSH. Et je vais passer la parole à Monsieur Zizel pour nous rapporter les travaux de la commission. La signature de l'acte authentique n'ayant pu intervenir avant le 15 décembre 2019, il est à nouveau proposé au conseil municipal d'autoriser les cessions à titre onéreux des biens municipaux situés section Logicop et Rivière-Salée au profit du Fonds social de l'habitat pour un montant de 132 millions de francs CFP. À titre liminaire, le maire précise que ces délibérations ont déjà été votées au conseil municipal. En effet, du changement de gouvernement, la demande du FSH consistant à obtenir l'exonération des droits d'enregistrement n'a abouti que le 19 novembre 2019 et la décision ne lui a été notifiée que le 9 décembre 2019. Le maire rappelle ensuite que la vente au FSH du terrain situé en bas de l'école des œillets à Rivière-Salée ne se fera
à la condition que des villas en accession à la propriété y soient édifiées. Il est prévu d'en construire 28. Sur l'autre terrain, celui de Logicop, il sera procédé à la rénovation de l'immeuble existant et à la construction de 4 à 6 villas en accession à la propriété. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Zézel. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première, qui autorise la cession à titre onéreux d'une partie du lot 1PI au 1 rue Pierre Issamatro, section Logicop, au profit du Fonds social de l'habitat. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle autorise la cession à titre onéreux du lot 113, rue Eugène Mamelin à Rivière-Salée, au profit du Fonds social de l'habitat. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Non. Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer au deuxième point de l'ordre du jour, toujours dans cette commission. Et nous allons prendre la note 2019-253. Elle est relative à la validation du projet du plan d'urbanisme directeur, PUD, révisé de la ville de Nouméa et habilitation du maire à proposer son approbation à l'Assemblée de la province sud. Et Monsieur Zézel, je vous allais poursuivre. Par contre, avant que vous ne commenciez, je vous informe que le support de présentation du PUD qui avait été demandé en commission a bien été transmis à l'ensemble des conseillers le 27 décembre, en même temps que la convocation. Ensuite, un diaporama sur le PUD sera projeté et je passerai, après que M. Zézel nous ait fait lecture de la commission, je passerai la parole à Mme Bagnard, chargée d'études au service du développement urbain, pour nous faire la présentation de ce PUD avant d'engager la discussion. C'est à vous, M. Zézel. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet définitif de plan d'urbanisme directeur révisé et de proposer son approbation à la prochaine assemblée de la province sud. Après lecture d'un note explicatif de synthèse et projection d'une présentation des évolutions apportées au dossier de PUD suite à l'enquête publique par le service de développement urbain, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire indique à Mme Lopez que le support de présentation du plan d'urbanisme directeur révisé de la ville intégrant les évolutions issues de l'enquête publique lui sera communiqué, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers, avant la séance du conseil municipal. À la question de Mme Lopez, le maire confirme que les zones à urbaniser strictes, dites zones AU, offrent une possibilité de développement. En ce qui concerne la zone urbaine touristique, QT1, le maire indique à Mme Lagneau que la révision du PUD a été l'occasion d'harmoniser les zones. Ce projet de PUD a ainsi permis de faire évoluer la proportion de 50% à vocation hôtelière et 50% à vocation résidentielle, à l'instar de la zone du Quendu Beach. Cette évolution est propice au développement de projets sur l'Ansvata au regard de la conjoncture actuelle dans le secteur hôtelier. En ce qui concerne les espaces végétalisés sur la promenade de l'Ansvata, le maire précise à Mme Lagneau qu'il s'agit de conserver un couloir vert entre la rue et les constructions et de préserver les arbres remarquables identifiés. Le directeur de l'urbanisme ajoute que l'opération d'aménagement et de programmation, OAP de l'Ansvata, permet de tenir compte de cette volonté de préserver la végétalisation dans les projets qui seront présentés sur cette zone. Madame Lagneau fait observer que la zone où se situe actuellement le surf est classée en zone résidentielle, ce qui obligerait les promoteurs à faire des appartements. Le maire lui indique que le classement en zone UB1 du surf est lié à la volonté de la ville de permettre un développement global du secteur, alliant la rénovation du site de l'ex-surf avec le développement d'un ensemble mixte hôtel-résidence sur le terrain face à l'aquarium classé en UT1. Elle précise que ce zonage résidentiel est par ailleurs cohérent avec celui des parcelles adjacentes. S'agissant de la zone située à proximité de la résidence étudiante rue Néagalé à Nouville, le maire confirme à Mme Lagneau que le classement en zone urbaine de loisirs UL n'a pu être maintenu suite à l'enquête publique. Cette parcelle reste donc classée en zone urbaine à vocation étudiante d'équipements scolaires et services urbains, UE1, pour permettre à terme la construction d'autres logements étudiants. S'agissant de la colline Guégan, le maire rappelle à Mme Lagneau que le conseil municipal a voté un schéma d'organisation d'ensemble SOE et un plan d'aménagement de secteur PASS en 2015, permettant l'ouverture à l'urbanisation.
Par ailleurs, il y a eu beaucoup d'entraves et de contentieux, mais le projet, estimé à 30 milliards de francs CFP, peut désormais se réaliser. Le directeur de l'urbanisme ajoute que le classement proposé permettra la mise en œuvre de permis de lotir, puis la délivrance de permis de construire. Le maire confirme à Mme Lagneau qu'il s'agira principalement de villas. En ce qui concerne le devenir du terrain Raoul Follereau, il est précisé à Mme Lagneau qu'il ne s'agit pas d'un terrain communal, mais qu'il appartient à la Nouvelle-Calédonie. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Zezel. Nous allons donc passer la parole à Madame Bagnard pour nous expliquer le diaporama qui va suivre. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Évidemment, je vais vous faire une rapide présentation donc, des principales évolutions qui ont été apportées au plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa suite à l'enquête publique. Donc un simple rappel des objectifs de cette révision qui était de l'ordre de 7 objectifs principaux, donc d'ordre réglementaire, c'est-à-dire d'adapter le plan d'urbanisme directeur au code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Un objectif habitat pour répondre aux besoins en logement et orienter l'urbanisation des quartiers. Un objectif aménagement de l'espace avec un travail autour des entrées de ville en lien notamment avec le néobus. Un objectif environnemental qui était de préserver le cadre de vie des Nouméens avec une attention particulière sur les zones littorales et les espaces verts. Un objectif déplacement qui était de prendre en compte les modes de déplacement doux et surtout optimiser l'offre de stationnement sur l'ensemble du territoire. Un objectif développement économique pour maintenir l'attractivité de Nouméa et soutenir le développement touristique. Et un objectif équipement et services publics pour concourir au même niveau d'équipement pour chaque Nouméen. En ce qui concerne le déroulement de l'enquête, le 17 juillet 2019, le conseil municipal a arrêté le bilan de la concertation et a rendu public le plan d'urbanisme directeur. À cela s'est suivi le 25 juillet 2019 l'arrêté provincial portant ouverture de l'enquête publique relative à cette révision du PUD. Le 1er août 2019 s'est tenue une réunion publique de présentation du PUD et de son évaluation environnementale. Du 19 août au 4 octobre 2019, l'enquête publique a duré donc 47 jours, encadrée par Madame Elisabeth Doiteau et Madame Marie-Françoise Pierre. 23 permanences ont été programmées sur 3 sites différents et une exposition accompagnait également ces permanences. Et le 4 novembre 2019, la ville a réceptionné le rapport d'analyse et les conclusions des commissaires enquêteurs. La ville a présenté devant le comité d'études numéro 5, passage obligatoire avant l'approbation de son PUD, les principales évolutions qui ont été effectuées au projet de PUD. Il y a eu un rappel de la procédure, une présentation des résultats de l'enquête publique et également un échange sur ce projet de PUD. Donc, concernant le bilan de l'enquête publique, le projet de PUD est un projet ambitieux qui entend donner du sens à son projet de ville et se veut clairement anticipateur des changements. Ce projet ambitieux est notamment tourné vers le développement durable, les 3 principes et objectifs du développement durable, et c'est d'ailleurs le prisme qu'a pris les commissaires enquêteurs pour analyser le plan d'urbanisme. Donc c'est un projet volontariste dans ses objectifs et dans les moyens de sa mise en œuvre. Et cette enquête a révélé que si dans l'ensemble la population ne conteste pas les objectifs que s'est fixé la ville, elle a exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne la mise en œuvre et les conséquences réelles ou supposées sur sa vie quotidienne, son activité, ses biens et ses loisirs. Pour les conclusions des commissaires enquêteurs et leur avis. Donc, en conclusion, les commissaires enquêteurs ont dit que le PUD présente une évolution favorable vers une ville plus verte et l'amélioration de son cadre de vie. Ils ont également noté que la mobilité était bien prise en considération en limitant les déplacements avec les zones centrales secondaires qui ont été mises en valeur dans ce projet et en prévoyant les emplacements réservés pour les déplacements, notamment en modes actifs. Ils ont également conclu sur le fait que la période de coexistence des 2 PUD est une entrave au développement des projets. Donc la commission d'enquête émet un avis favorable au plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa, sous réserve de la prise en considération des avis de la commission, formulés dans des tableaux d'observation, et également en particulier sous réserve de 7 points spécifiques. La méthodologie employée pour le traitement des avis. Nous avons effectué un traitement exhaustif de l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique ainsi que celles reportées dans le rapport des commissaires enquêteurs, afin d'identifier s'il était pertinent de conserver les observations au regard de la rectification d'erreurs matérielles, de l'amélioration du document lui-même, d'une meilleure mise en œuvre du projet, tout en préservant la sécurité juridique de ce document.
Dès lors, le projet de PUD révisé prend en compte les observations et les remarques améliorant le document avec les précautions indiquées ci-avant. Concernant la prise en compte des observations, je vais vous faire un rapide focus sur le traitement apporté aux 7 réserves particulières émises par la Commission. Donc la première réserve porte sur la modification de zonage des terrains situés le long de la VDE à Tina, d'une zone à urbaniser en zone naturelle de loisirs en respectant les propositions de la Commission relatives à cette zone. Donc, suite à la proposition de zonage de la version soumise à enquête publique, des administrés ont exprimé le souhait de renforcer l'orientation prise par la ville sur ce terrain qui était autrefois classé sous le PUD 2013 en zone à urbaniser d'équipements scolaires et de services urbains, AU-GE2. À ce stade, la ville considère que l'évolution de la zone, donc AU-GE2 en zone AU, donc à urbaniser stricte, avec un renforcement de la zone naturelle protégée, répond à la proposition faite par les commissaires enquêteurs, c'est-à-dire de reconnaître un caractère naturel de cette zone. D'où le maintien de ce secteur, à la suite de cette enquête, en zone NP, pour contribuer à la création d'un corridor naturel permettant la préservation de l'environnement et la quiétude des riverains de la zone, mais également de cette zone AU stricte afin de préserver les possibles développements de la ville qui font qu'aujourd'hui la vocation et les destinations peuvent être encore multiples. Concernant la réserve numéro 2, qui porte sur la modification de la carte de zonage sur la promenade de Lansvata en intégrant dans la cartographie du PUD des espaces plantés et la mise en place d'un recul supérieur des constructions par rapport à l'emprise de la route de Lansvata. Donc, de la promenade de Lansvata. À ce stade, la définition des projets, la ville a souhaité souligner que le secteur est hautement stratégique pour l'économie touristique, d'où le classement en UT1. Néanmoins, pour s'assurer que les porteurs de projets intègrent la dimension paysagère du site, la ville a créé, dans le cadre de cette révision, une OAP, c'est-à-dire une orientation d'aménagement et de programmation spécifique à Lansvata pour encadrer cette orientation. Et elle préconise, cette OAP, la création d'un parc végétalisé et la bonne intégration des mobilités. Si on associe à cela les obligations réglementaires qui sont déjà inscrites dans le règlement, liées aux espaces végétalisés, la préservation des espaces plantés tels que l'a souhaité les commissaires enquêteurs va s'imposer aux porteurs de projets. Concernant la demande de recul, le recul qui est déjà fixé dans le règlement du PUD reste un minimum à respecter. Les porteurs de projets peuvent très bien augmenter le recul. Il permet un aménagement paysager des abords des façades sur la promenade tout en limitant la possibilité d'implanter des surfaces de stationnement sur le front de mer. Pour ce qui est de la troisième réserve, les commissaires enquêteurs ont demandé de limiter la zone UAE2N à quelques terrains au profit de la zone UAE2. La zone UAE2 étant une zone d'activité économique diverse et la zone UAE2N est une zone où les nuisances sont limitées. Donc les observations portent essentiellement sur la restriction des usages dans cette zone. Et elles ont souhaité qu'on pérennise les activités industrielles et artisanales sur du COS. Donc la ville a souhaité préciser qu'en complément du périmètre de cette zone UAE2N qui a déjà été réajusté lors de l'enquête administrative, la ville a précisé dans son règlement, par le biais d'un commentaire, la nature des activités qui ne seront pas autorisées. Donc je vais vous lire ce commentaire qui a été ajouté. Donc les constructions générant des nuisances importantes dans la zone UAE2N ou des risques importants sont les ICPE soumises à autorisation. Les nuisances considérées sont notamment le bruit, les émissions de poussière et les activités de nuit. Donc toutes les ICPE soumises à déclaration seront autorisées dans cette zone. Cet ajout répond donc au maintien de l'activité artisanale telle que souhaitée, tout en permettant une évolution future mentionnée dans le projet de ville. Quatrième réserve, la limite des droits à construire en zone UAE1, qui est une zone d'activité industrielle et artisanale pour les terrains de plus de 40 arts, en diminuant le pourcentage des bureaux et des commerces autorisés dans cette zone et en limitant la hauteur et le COS. Sur ce point, la ville a souhaité conserver ces dispositions car les autorisations d'occupation du sol sont uniquement accordées aux commerces et aux bureaux en lien avec cette activité industrielle et ou artisanale. Il s'agit ici de permettre aux fabricants de vendre sur place leur propre production. De plus, concernant la règle particulière relative à la réglementation des hauteurs, elle se justifie par les équipements techniques tels que les silos, les cheminées, nécessaires au fonctionnement d'une activité industrielle ou artisanale dans cette zone. Pour la réserve numéro 5, qui porte sur la rectification des erreurs manifestes et la clarification des éléments subjectifs relevés soit par le public, soit par la commission d'enquête.
Cette observation renvoie particulièrement au chapitre 2.2.4 du rapport dans lequel un certain nombre d'incohérences ou d'imprécisions techniques a été relevé et auxquelles la ville s'est attachée à répondre. Donc, à titre d'exemple, il était indiqué dans ce chapitre qu'il convenait de reclasser le terrain d'assiette du foyer d'hébergement de la résidence étudiante rue Néa à Galais, dans le quartier de Nouville, en zone UE1, zone d'équipement scolaire et de services urbains, comme précédemment dans le PUD de 2013. Ce classement en UL proposé lors de l'enquête publique est considéré comme incohérent par les commissaires enquêteurs. Donc ce site, effectivement, lors de cette révision, s'est vu affecter une vocation de loisirs afin qu'il soit développé des activités de loisirs pour les étudiants, notamment en accompagnement du logement étudiant existant. La zone UL, effectivement, contraignait la rénovation des bâtiments existants, mais ne l'interdisait pas. Toutefois, la réhabilitation envisagée sur cette zone évoque un besoin important de logement. Et donc c'est pourquoi la ville a fait un retour en zone UE1 qui est plus favorable au projet envisagé sur cette zone. Toujours concernant ce point numéro 5, la ville a bien conscience, comme notifié en conclusion du rapport de la commission d'enquête publique, que la période de coexistence des deux PUD est une entrave au projet et au développement de projet. Pour ne pas retarder l'approbation de son PUD, et ce, dans l'objectif de sécuriser administrativement et juridiquement son projet, la ville s'engage également à poursuivre un effort de clarification et de pédagogie par un travail complémentaire d'accompagnement, permettant aux particuliers et aussi aux professionnels de disposer d'informations sécurisées sur des modalités d'application de ce futur PUD approuvé via ses services instructeurs, mais également aussi via des fiches qui pourront être mises en ligne. Le point numéro 6 porte sur la reformulation du calcul des hauteurs, mais également sur la suppression de l'interdiction de réaliser des toitures charpentées au-dessus de R+1, d'un niveau +1 sur les villas ou autres bâtiments. Donc, pour la rectification du référentiel des hauteurs, effectivement, la ville a retravaillé son référentiel pour le zonage UB2, UB3, UAE4, UL, UM et UT2 pour le mettre à l'égout du toit. Mais pour toutes les autres zones, la ville maintient le calcul de la hauteur au point le plus haut du bâtiment. Concernant les toitures charpentées, la ville a souhaité notifier qu'elles ne sont pas interdites. Elles sont d'une part non aménageables et d'autre part limitées par une hauteur. Pour les constructions supérieures à R+1, effectivement, ces toitures charpentées peuvent couvrir l'étage correspondant à l'attique. Pour les villas en R+1, elles sont autorisées. De plus, les toitures terrasses aménagées favorisent les dispositifs bioclimatiques, la rétention à la parcelle par le biais de toitures paysagées pour renforcer la biodiversité et ainsi lutter contre les îlots de chaleur. Le dernier point porte sur la diminution des normes de stationnement cycle en tenant compte d'une montée en puissance progressive de ce mode de déplacement. La ville a tenu compte de la réserve formulée par les commissaires enquêteurs et a donc retravaillé la norme, et celle-ci n'est plus applicable pour les constructions de moins de 2 logements. De plus, elle a allégé la règle supprimant les dispositions relatives à l'espace complémentaire qui était autrefois imposé à 3 mètres carrés pour tous les 20 emplacements. Dernier point d'évolution, les emplacements commandés sont à présent autorisés pour intégrer le stationnement cycle sur toutes les places des véhicules motorisés. Voilà ce qui était des points, des réserves portées par les commissaires enquêteurs. Mais également, lors de la procédure, certains projets d'envergure relatifs au développement du pays ont connu une actualité qui a fait l'objet d'observations au cours de cette enquête. Donc la ville se propose de prendre en compte ces évolutions et notamment 3 focus. Le premier focus porte sur la centrale électrique de la SLN. Effectivement, la SLN a sollicité une redélimitation du zonage et notamment un déclassement d'une partie de la zone naturelle protégée qui concernait l'emplacement futur de la centrale. Toutefois, la ville a conservé la ligne de crête restant ainsi et qui permet en fait un maintien de la coupure verte entre le site naturel et le site industriel. La SLN a également sollicité la suppression et l'ajustement des emplacements réservés qui impactaient le projet de la centrale. Et dernier point, l'article UAE 3.7 a été modifié pour permettre l'implantation en limite séparative sous réserve de l'édification d'un mur coupe-feu afin de permettre et de ne faire aucune entrave au projet de centrale. Deuxième point, deuxième focus sur le terrain de la colline Guégan. Effectivement, c'est un certain nombre d'évolutions de zonage successifs a fait l'objet ce secteur pendant toute la durée de cette révision. Compte tenu du contexte juridique relatif à ce secteur et aux zones à urbaniser, la ville, à la lecture des diverses observations transcrites dans le cadre de l'enquête publique, propose de confirmer l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur en zone urbaine indicée.
Effectivement, cette position se trouve en plus confortée par la capacité suffisante des réseaux à proximité pour desservir le projet, ainsi que par les délibérations numéro 2015-1157 et 1158 adoptant le SOE et le PAS sur ce secteur. Dernier focus, celui de Koutio-Koueta, donc également quelques évolutions successives tout au cours de cette révision du PUD. Et suite à certaines évolutions d'études qui se sont portées sur cette zone de Remblai et à la demande de la province, la zone a été réintégrée pour une partie dans une zone d'activité industrielle et artisanale. Donc si on fait une rapide comparaison des zones entre le PUD 2013 et le PUD pour approbation, nous pouvons noter que les zones à urbaniser, en termes de superficie, n'ont pas évolué. Elles sont restées sur la même superficie. Pour les zones naturelles, nous notons une forte augmentation en hectares, ce qui correspond à 130 hectares d'augmentation liée à la nouvelle zone naturelle de loisirs et de tourisme qui a été créée lors de cette révision. On note un léger recul des zones urbaines de résidentiel qui s'explique par une redélimitation des zonages. Une légère augmentation des zones urbaines centrales liées à la création des pôles secondaires, deux pôles de vie secondaire ont été créés lors de la révision. Une légère baisse des zones urbaines militaires par une redélimitation au niveau du Wentoro. Une augmentation légère des zones urbaines touristiques, une augmentation aussi des zones d'activité industrielle, artisanale et économique, notamment liées au secteur de Raoul Follereau, au PANC sur la zone de la Grande Rade et à la création de la zone UAE 4 qui a été créée lors de cette révision. Puis ensuite, une légère baisse de la zone urbaine des grands équipements et une baisse de la zone urbaine de loisirs liée à la création de la zone naturelle de loisirs. Pour conclure sur cette enquête publique, étape importante de la procédure de révision, il ressort de l'enquête publique que le projet de PUD révisé intègre les nouveaux dispositifs et réglementations liés à l'évolution du contexte législatif. Il ressort également que les procédures de concertation et d'enquête, information, publicité ont été conformes à la législation. Il ressort que l'ensemble du dossier, d'une qualité appréciée, hormis quelques imperfections, présente le cadre et les enjeux du projet de PUD, que les remarques émises sur la qualité du document ne remettent pas en cause les objectifs poursuivis et qu'aucune observation ne s'oppose formellement sur la totalité du projet de PUD pour qu'il soit approuvé dans les plus brefs délais. Donc sur les étapes de la procédure, nous arrivons à la dernière étape de la procédure, suite au comité d'études numéro 5 qui s'est tenu le 23 décembre 2019. Ce jour, le conseil municipal avant le passage en assemblée de province. Je vous remercie de votre attention. Bien, je vous remercie, Madame Wagner. Donc nous allons engager la discussion générale. Y a-t-il des conseillers, y a-t-il des observations sur cette révision du PUD? Tout le monde a bien compris qu'il y a une assemblée de province sud. Je rappelle que la révision du PUD doit être votée exactement dans les mêmes termes par la province sud, qui reste encore pour la province et pour la mairie 2 étapes à franchir, celle du COPS, du comité d'urbanisme de la province sud, et puis la commission de l'urbanisme avant que le PUD ne soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée qui aura lieu le 13 février. Et cette assemblée, si elle est d'accord avec le PUD, devra le voter exactement dans les mêmes termes qu'il sera voté, je l'espère, ce soir au sein de ce conseil municipal. Donc y a-t-il des observations sur cette révision de PUD? Pas d'observation particulière. La ville considère que ce PUD, je rappelle, je vais essayer de meubler un peu, je rappelle que la ville n'avait pas la possibilité de pouvoir réviser ces différents PUD, ne pouvait pas les réviser, sauf à le faire tous les 5 ans.
et que quand le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y a quelques années de ça, 3 ans, a voté ses principes directeurs de l'urbanisme, alors effectivement, ça a fait l'objet de discussions et d'un article particulier qui consistait à ramener, et ça a découlé de bon sens, à ramener les révisions de PUD. Nous avions, nous, souhaité tous les 2 ans, parce qu'une ville, ça bouge, ça mute, et qu'on ne peut pas rester figé, et qu'il faut énormément de temps, c'est extrêmement chronophage et extrêmement technique aussi. Et donc, on a été entendu par les élus du Congrès à ce moment-là, qui ont souhaité non pas 2 ans, mais ramener la révision de PUD à 3 ans, ce qui nous a permis en 2016 de pouvoir engager effectivement les discussions en interne pour cette révision. On a mis, si je ne me trompe, 2 ans et demi de réunions diverses et variées, très chronophages, je le répète, sur un sujet aussi technique que celui-là. Et donc on a réussi en 2 ans et demi à sortir un PUD révisé. Je rappelle que le dernier avait mis 10 ans. Et donc voilà, il fallait dans cette mandature, parce que les PUD ne sont jamais parfaits, il y a toujours des choses qu'on doit faire évoluer. Et moi, j'en sais quelque chose, puisque j'avais voté contre, à l'époque, j'étais dans l'opposition ici, j'avais voté contre ce PUD qui est aujourd'hui en vigueur. Donc, voilà. Mais donc, on avait souhaité vraiment faire en sorte qu'il bouge et qu'il soit plus en adéquation avec le développement de la ville. Chacun aura pu constater qu'on a quand même privilégié un certain nombre de zones vertes, de couloirs verts, de façon à ce que cette ville ne soit pas faite que de béton, mais bien à privilégier les espaces et à faire en sorte que cette ville soit plus agréable encore à vivre. Voilà. Madame Baquès, vous aviez souhaité prendre la parole. Je vous la donne. Merci Madame le maire. Je remercie les services de la mairie pour le travail qui a été effectué en lien avec les services de la province pour que ce PUD puisse avancer dans des délais assez serrés. On est dans une période un peu compliquée pour les professionnels où effectivement la cohabitation des 2 PUD rend plus difficile la construction d'un certain nombre de projets. Donc il est pour nous essentiel que les délais que nous avons fixés ensemble soient tenus, d'où le fait qu'on a un conseil municipal ce 2 janvier et que nous mettrons en place, nous, le COPS, le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province sud, la commission ad hoc, pour voter ce PUD dans les mêmes termes le 13 février prochain lors de l'Assemblée de la province sud. Je pense que c'est important qu'on sorte vite de cette période de double PUD et d'incertitude. Je pense que c'est important aussi pour la relance économique qui nous est chère. Voilà. Bien, merci Madame Baquès. Effectivement, je crois que vous avez dit l'essentiel. Je voudrais juste rajouter, pour la parfaite compréhension, que dans les principes directeurs de l'urbanisme qui ont été votés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a ramené de 5 ans à 3 ans, à juste titre, Sonia Baquès vient de le dire, c'est que je crois que là, ça méritera quand même des discussions assez serrées entre la province sud et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour qu'un certain nombre de ces principes puissent être amendés. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant, on se retrouve avec 2 PUD, celui qui est en vigueur aujourd'hui, celui qui a été voté en 2013 par ce conseil municipal et l'Assemblée de la province sud, et le nouveau PUD, c'est-à-dire la révision. Sonia Baquès a raison, ça complexifie de manière assez forte aujourd'hui le travail des architectes qui sont obligés de jongler sur 2 PUD. Et donc ça retarde parce qu'on voit bien que les constructions et que les permis de construire au sein de la ville, à instruire au sein de la ville, ne sont pas aussi nombreux, que tout le monde est dans les starting blocks, que les hommes de l'art et les femmes de l'art, que sont les architectes, se cassent la tête pour essayer de déposer des permis de construire qui coïncident avec les 2 PUD. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle
avec la province, on a souhaité, puisque de toute façon ils sont votés conjointement, que ça puisse se faire de façon à ce que des permis de construire soient déposés et que les architectes soient beaucoup plus libres aujourd'hui et que ça ne soit pas un casse-tête pour eux. Ça me semblait un élément important à soulever, mais vous l'avez soulevé, Madame Baquet. C'est la raison pour laquelle, un 2 janvier, nous sommes là. Il y a quelques fauteuils qui sont, mais on peut le comprendre. Voilà, nous on n'est pas en vacances, pas encore, pour certains d'entre nous. Oui, Madame Baquet. Oui, un dernier mot simplement pour indiquer qu'effectivement la province a sollicité le gouvernement sur la modification du code de l'urbanisme qui pose un certain nombre d'autres difficultés que celle-là, que nous découvrons au fur et à mesure. Et donc le gouvernement a accepté de travailler rapidement sur l'évolution du code de l'urbanisme. Je pense que ça fera là aussi avancer les choses pour chacune des collectivités auxquelles nous appartenons. Bien. Quelqu'un d'autre, un autre conseiller souhaite intervenir sur cette révision du PUD? Personne? Très bien. Donc, je vais mettre aux voix cette révision du PUD. Qui est pour? C'est la trêve des confiseurs. C'est à saluer. Moi qui ai, avec Jean-Pierre Delrieux, resté 13 ans ici, j'ai rarement vu ça. À l'unanimité, pour la presse, c'est quand même intéressant. Hein, voilà. Je vous remercie. Je vous remercie parce que ce PUD va permettre de faire évoluer la ville dans le bon sens. Donc je vois qu'il n'y a pas d'opposition et donc la délibération est adoptée à l'unanimité du conseil municipal. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous informe que les prochaines séances du conseil se tiendront le mardi 4 février pour le débat d'orientation budgétaire et le 27 février pour le budget primitif principal. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.